Salut tout le monde, bienvenue dans Howdy Mavs, le podcast en français entièrement dédié à l'actualité des Dallas Mavericks. Suivez Howdy Mavs sur votre plateforme audio préférée, Apple Podcasts, Spotify ou Deezer. Vous pouvez aussi nous écouter sur YouTube et échanger avec nous sur nos comptes Twitter. Alors il y en a deux, vous pouvez être sur Howdy Mavs, mais aussi sur Dallas Mavs France, un compte Dallas Mavs France qui est géré par notre Quentin National. Quentin qui a passé des fêtes un peu difficiles à compter les défaites des Mavericks et à se demander comment Dallas allait pouvoir arracher une victoire. Alors Quentin, bonne année et puis donne-nous la température là sur ton compte Twitter Dallas Mavs France. Salut Barn, salut tout le monde, bonne année à tous. Et ben la température, déjà, moi je me suis fait un petit break des live tweets pendant la période des fêtes, donc j'ai bien choisi mon moment, comme ça j'ai pas été frustré par de nombreuses défaites à la suite à regarder en live, donc c'était plutôt les replays le lendemain matin. La température, je dirais qu'elle est quand même divisée, peut-être que ça sera le cas aujourd'hui entre Nico et moi, entre des gens qui sont un petit peu inquiets, plus ou moins inquiets je dirais, et d'autres personnes qui disent: «Bon, on n'a pas de chance, ils ont des blessures, mais ça ira, ça ira». Donc voilà, je pense qu'on est un petit peu tous dans un flou avec cette période-là, et puis on va voir, où ça nous mène. Je pense que la situation va pas tarder à changer quand même. Alors je suis également avec Nico. Bonne année Nico. Est-ce que tu te rappelles de cette série de 4 défaites qu'on avait eues en début de saison? On t'avait demandé quel était ton niveau d'inquiétude. Tu nous avais dit: «J'ai pas d'inquiétude, j'ai de la frustration». Aujourd'hui, est-ce que tu as plus d'inquiétude que de frustration? Déjà bonne année tout le monde. Je suis pareil en fait, c'est-à-dire que j'ai pas d'inquiétude, un peu de frustration, oui, parce qu'on n'est pas du tout sur une bonne série, c'est le moins qu'on puisse dire. On est même un peu dans le rouge là, malgré la victoire d'hier soir. Donc après, on a plein de circonstances atténuantes. Faut pas se mentir, il y a plein de circonstances atténuantes. Enfin bon, je préfère quand on enchaîne les victoires que lorsqu'on enchaîne les défaites, parce qu'il y a eu un peu de frustration sur certains matchs passés. Et ça nous montre parfois un peu les petites limites de cette équipe sur certains aspects du jeu. Donc après, la saison n'est pas finie, la saison sera longue, c'est ce qu'on disait depuis le début. Mais effectivement, la température est comme à Dallas d'ailleurs, parce qu'il va neiger demain, ce qui est un événement extraordinaire ici. La température est fraîche quand même. Alors, on enregistre cette émission le 8 janvier, le lendemain de cette victoire des Mavericks contre les Los Angeles Lakers. Une victoire qui fait du bien. Alors, on va essayer de se faire un peu du bien pendant ce podcast. Donc, on va revenir sur cette victoire et ce match plutôt bon de nos Mavericks. Mais bien sûr, on va revenir sur cette série de 5 défaites de suite qui a eu lieu avant. On va parler de Dorian Finney-Smith aussi. Hein, on l'a vu hier soir avec les Lakers. Et puis, on verra aussi les matchs à venir. Comment est-ce que les Mavericks vont réussir à rester dans la course des playoffs en cette période compliquée sans Luka, sans Kyrie et sans d'autres joueurs qui sont aussi dans l'infirmerie. Alors justement, on commence avec un point sur les blessures. Le médecin chez Howdy Mavs, c'est Quentin. Alors Quentin, donne-nous un peu des nouvelles de l'infirmerie des Mavericks. On va commencer par Kyrie Irving. Hein. C'était la mauvaise nouvelle la semaine dernière avec sa blessure au dos. C'est ça, donc blessure au dos, mais assez quand même légère qui devrait le mettre un peu loin des terrains d'entre 1 et 2 semaines, donc ça va faire quand même maintenant peut-être 5 jours que c'est sorti. Donc on peut espérer un retour de Kyrie d'ici au maximum, 10 jours, quelque chose comme ça. On va quand même surveiller cela de près parce que bon, des blessures au dos comme cela et puis bon, il est plus tout jeune, ça peut être quelque chose qui devient récurrent après par la suite de sa carrière, donc on n'espère vraiment pas. Mais en tout cas, sur le court terme, on devrait retrouver Kyrie d'ici peu. Ok, alors des nouvelles de Luka. Rappelle-moi, on devait avoir, il me semble, fin janvier, des nouvelles de sa Mmh. blessure. Quel est le calendrier? Où est-ce que je dois cocher sur mon calendrier? Le fin janvier, parce que la nouvelle est sortie le 29 décembre, nous disant que, Luka serait réévalué dans 1 mois. Donc on a déjà passé le tout dernier podcast à expliquer ce que veut dire réévaluer, ça veut pas dire qu'il reviendra, mais on aura des nouvelles à ce moment-là, fin janvier. Les petites nouveautés que je peux apporter, il y a eu quelque chose de vraiment pas rassurant qui est sorti il y a 4-5 jours. On voyait une vidéo, il était donc, ce qu'on appelle une sorte de scooter où en fait il a la jambe posée en fait et du coup ça roule par terre et avec sa jambe valide, il pousse. Il posait pas le pied par terre, donc c'était vraiment pas rassurant. Cependant hier, on l'a vu lors du match marcher normalement. Il avait pas l'air d'avoir une démarche,
comment dire, impacté par une blessure. Alors, il marchait tranquillement, mais il allait voir son pote d'Orient et tout. Il posait le pied par terre et tout, donc ça fait quand même bien plus plaisir de voir ça, plutôt que l'image qui est sortie il y a 5 jours. Donc, pour Luka, on ne s'attend pas à ce qu'il revienne avant le mois de février, et puis on va voir comment ça évolue sur les semaines à venir, sur quand on le voit lors des temps morts, etc., en espérant ne plus le voir avec de bottes ou de trucs roulants qui lui permettent d'avancer. Alors, un autre blessé hier qui était absent contre les Lakers, c'est Daniel Gafford. Qu'est-ce qui se Mhm. passe avec Daniel Gafford? Alors, Daniel Gafford, on a eu peur. On a eu peur parce qu'il se blesse face aux Grizzlies. Et juste après le match, il y a Jason Kidd qui déclare en fait qu'il a peur que la blessure dure quelques temps, pour citer ce qu'il a dit. Donc, c'était quand même vraiment pas rassurant. Mais heureusement, hier, il a dit en conférence de presse qu'au final, c'est quand même plutôt rassurant et qu'on parle une blessure au jour le jour. Donc, je pense que Daniel Gafford, on peut le mettre dans la catégorie de Kyrie Irving, avec un retour qui devrait arriver à court terme, hein. Donc, d'ici quelques jours, peut-être une semaine, quelque chose comme ça. On n'a rien d'officiel qui a été communiqué, si ce n'est ce day-to-day qu'a déclaré Jason Kidd hier. Donc, c'est quand même plutôt cool, ça. Et le dernier, c'est Dante Exum. Il devait revenir en début d'année, il me semble. Là, le calendrier, rappelle-nous quand est-ce qu'on doit espérer le Ah revoir. j'ai aussi beaucoup creusé de mon côté parce que Exam, c'est quand même le vide d'informations. On n'en a pas eu depuis le début de la saison où on nous avait dit qu'il serait écarté jusqu'à au moins fin décembre. Donc on a dépassé maintenant ce fin décembre, mais il n'y a toujours pas de nouvelles. Et j'ai cherché, hein, mais il n'y a pas vraiment de questions qui sont posées aux journalistes, enfin par les journalistes à l'équipe. Donc ça, dès que j'aurai des nouvelles, hein, je vous les partagerai. Mais j'ai pas trouvé de date de retour tout de suite. Donc je pense que pour l'instant, on va continuer à composer avec Dinwiddie, Hardy et Grams en sortie de banc, ou en tout cas en poste de remplaçant pour les postes 1 et 2, quoi. Pas de Exum pour l'instant. Ok, donc pour redire ce qu'on a dit en intro, on a une période difficile des Mavericks, des défaites d'affilée là qui font très très mal. Les Mavs jouent sans Kyrie, sans Luka. Et quand on regarde là sur les 37 matchs cette saison, seulement 20 avec Luka et Kyrie ensemble. C'est quand même, ces blessures font très très mal. D'ailleurs, sans Kyrie et sans Luka, on était à 10 défaites de suite pour les Mavericks. Donc hier, c'était vraiment une sortie d'une série terrible. Qu'est-ce qu'on peut espérer dans les prochaines semaines là, sans Luka et sans Kyrie? Ton niveau d'inquiétude, est-ce qu'on peut essayer de peut-être avoir quelques victoires contre des équipes plus faibles? Oui, oui, carrément. En fait, c'est très frustrant les défaites, mais quand tu es sans tes deux meilleurs joueurs, c'est logique que d'un coup le niveau de l'équipe soit beaucoup moins bon. En NBA, je pense effectivement, les Cavs, les Celtics, le Thunder, qui sont des équipes qui sont plus collectives, ou qui a un niveau plus homogène que nos Mavs, qui peuvent se permettre de se dire, même sans nos deux meilleurs joueurs, on va continuer à très bien tourner. Sinon, du coup, c'est normal, hein, que notre niveau soit moins bon. La seule chose qui est vraiment frustrante, c'est que ça arrive sur le mois le plus compliqué, le plus chargé de l'année pour nos Mavs. Hein. Vous avez vu déjà ce qu'il y a eu en début de mois, et là, ce qui arrive, c'est 2 fois Denver, le OKC, Boston et tout. Donc, c'est juste ça qui est très frustrant. Si on s'était chopé une série Portland, Washington, Brooklyn, enfin, tu vois, tout ce genre de trucs, eh ben, on aurait pu espérer aller chercher, pourquoi pas, un 50% de victoire avec un effectif privé de Kyrie et Luka. Là, quand t'enchaînes Cleveland, Houston, même les Kings là, qui venaient de changer de coach. Bon, les Lakers, moi j'étais très surpris par la victoire, hein, mais c'est une très bonne surprise. Mais c'est logique qu'on soit en dessous de 50% de victoire. Donc, bon, voilà, ce qu'on peut espérer, c'est aller gratter des victoires face à des petites équipes qu'on doit gagner. Et puis de temps en temps, pourquoi pas aller chercher des nuits où on est très bon, on a la réussite avec nous, et puis on va chercher une victoire face à une équipe euh, bonne. Donc bonne, par exemple, je compte les Lakers, par exemple, parce que des équipes très fortes, c'est sûr qu'on n'ira pas les taper. Du genre Cleveland, c'est logique qu'on perde contre eux. Donc voilà, pour moi, qu'est-ce qu'il faut espérer lors de cette période sans nos deux stars. Bon, allez, on va essayer de se faire un peu plaisir. On va parler de cette victoire hier Mm. des Mavs contre Los Angeles. 118-97, une belle victoire, 21 points d'écart, c'est énorme. Moi, comme tu dis, on s'y attendait vraiment pas. Nico, la formule pour gagner sans Luka et Kyrie, on l'a vu hier soir, là, les Mavs ont vraiment bien joué, ça faisait plaisir.
Ouais, ils ont bien joué face à une opposition, je trouve, qui convenait assez bien aux Mavericks. Je trouve qu'on avait une équipe du coup amputée de force intérieure, donc du coup, enfin, notamment de Del Gafford, et du coup on était quand même un peu short dans les rotations à l'intérieur. Et je trouve que le banc a beaucoup apporté. On a beaucoup appuyé sur nos forces arrière qui étaient dans un bon soir, hein, que ce soit Dinwiddie, que ce soit Quentin Grimes. Donc, et une nouvelle fois, c'est une belle victoire collective. Après, pour revenir à ce que vous avez décrit, moi, c'est pas juste les blessures en fait de Luka et Kari. Pour moi, ce qui nous a mis pas mal dedans, et je partage pleinement la frustration d'avoir ces matchs contre des grosses oppositions où tu peux pas vraiment te confronter en fait. Donc, tu peux perdre des matchs, ça arrive, mais quand tu perds des matchs avec la moitié de tes forces en présence, c'est un peu frustrant, quoi. Donc pour moi, c'est surtout la suspension de Najee Marshall et de un match pour PJ Washington nous a fait mal. En plus des autres blessures qui sont résolues maintenant, de genre Lively, on a quand même été dans des rotations très courtes, hein. Là, on commence un peu à récupérer des joueurs, mais il faut quand même le dire, on a eu des matchs, Brandon Williams, que j'ai trouvé vachement intéressant d'ailleurs, se retrouver parfois avec des 12-15 minutes, ce qui ne devrait même pas arriver en fait en temps normal. Bref, je m'éloigne un peu du sujet. Donc oui, belle victoire contre les Lakers, belle victoire collective. Ça fait du bien parce que 5 défaites d'affilée, c'est un peu long à mon goût, hein. Ça commençait, et surtout que ça pousse derrière et ça commence à bien s'éloigner au-dessus, hein, que ce soit OKC, Houston. Je trouve que ça commence un peu à creuser là dans les alentours. Mais après, ouais, pour répondre directement à la question, je pense qu'on a été efficace au tir. On a été bien présent au rebond et au rebond offensif, ce qui m'a bien surpris. Mais il faut croire que les Lakers, en dehors d'Anthony Davis, étaient encore plus faibles que nous à l'intérieur. Et effectivement, on était sur un beau jeu collectif avec mouvement de ballon. Et puis, c'est toujours pareil, hein, quand tu as des soirs où ça rentre à 3 points, le basket, c'est vachement plus simple, hein. T'écartes et quand tu rentres dedans et que tes joueurs sont, notamment Hardy ou Dinwiddie, mettent dedans, et Clay, le jeu et Grimes, le jeu est beaucoup plus facile, hein. Donc pour moi, c'est Moi, pas une équipe différente. Je pense pas que ce soit vraiment fondamentalement différent des matchs passés. C'est plus une équipe qui appuie un peu où ça fait mal de les Lakers et qui est plus en réussite. Je pense que c'est surtout ça, hein. Moi, j'ai trouvé quand même qu'il y avait une belle circulation du ballon, notamment en deuxième mi-temps. Quand tu regardes les statistiques, le tableau des statistiques, tu regardes la colonne des passes, 6 passes pour Grimes, 5 passes pour Kleber, 3 pour Lively, 8 passes pour Dinwiddie. Je veux dire, les passes, elles sont bien distribuées sur tous les joueurs. Et ce mouvement du ballon, ça a généré des tirs ouverts. Et donc, on a un pourcentage à 3 points qui est plutôt bon, 47%. Est-ce que tu crois pas que les Mavs ont délibérément décidé de faire bouger le ballon pour gêner en fait la défense adverse? Parfois, j'avais même l'impression qu'ils faisaient la passe de trop, mais Ouais, c'est quelque mais chose qui était intéressant. ouais, mais je trouve qu'ils le faisaient déjà dans les matchs précédents, en fait. Moi, ce qui change, c'est qu'ils mettent dedans, en fait. C'est toujours pareil, hein, tu as une passe décisive quand c'est suivi d'un panier, donc ça t'aide. Et surtout, moi, j'ai trouvé les Lakers pas forcément incroyables en défense, hein. Après, tu me disais, c'est la 21e défense de l'NBA, ça s'est vu, je trouve. Malgré l'apport de notre dodo national, notre Dorian Finney-Smith, je les trouve quand même un peu légers en défense. Ça s'est beaucoup vu. Qui faisait pas un peu l'effort supplémentaire pour un peu fermer les rotations et les tirs ouverts. Ouais, t'as raison, ils ont eu une belle efficacité au tir. Il y a eu des séries de tirs qui ont vraiment fait du bien. La Klay Thompson à la fin du deuxième quart-temps, elle a mis 3 tirs à 3 points de suite. Ça a vraiment donné le momentum pour les Mavs. Hardy au troisième quart-temps, un peu pareil, 3 de suite. C'est vraiment juste une histoire de tir extérieur, d'efficacité au tir extérieur, Quentin? En bonne partie. Après, évidemment, il y a aussi une grosse composante qui change, c'est la qualité de la défense de notre adversaire. Face aux Grizzlies, c'est sûr que c'était bien plus compliqué. C'est une équipe qui est bien meilleure en défense.
Ils ont un joueur qui est quand même assez fou que j'adore, qui est en la personne de Jared Jackson Jr. Mais même le reste de l'effectif est quand même, j'ai trouvé plus mobile que les Lakers, qui ont du mal notamment avec Hachimura, LeBron, un peu logique hein, vu son âge, sur certaines phases où on essaie d'aller vite. Et je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a réussi à avoir davantage de tirs ouverts, ce qui au final donne assez logiquement un pourcentage à 3 points qui est très bon. On frôle les 50%, et c'est aussi pour ça qu'on gagne ce match assez facilement. Donc bon, on sait que dans le basket, voilà, le pourcentage de loin notamment peut très vite faire changer les choses. Ici, ça a été un bon exemple que quand on applique bien une formule, ça peut bien se passer, mais encore une fois, ça passe aussi parce que c'est les Lakers en face et que la défense n'est pas leur fort. Enfin, c'est une très bonne défense, ça l'aurait pas fait. Et c'est logique, enfin, avec une équipe privée de ses deux meilleurs joueurs et de très loin. Moi, ce qui Ok, m'a un petit. surpris, je vais rajouter juste un truc. Moi, ce qui m'a surpris, c'est que les Lakers n'insistent pas plus sur Anthony Davis. Enfin, honnêtement, avant le match, je me suis dit, mais Davis, il va marquer 45 points, en fait. Mm. Ce qu'a un peu fait Jared Jackson Jr., je sais plus combien il finit, mais à lui tout seul, en fait, il nous fait super mal et on n'a pas de solution pour l'arrêter. Et je m'attendais un peu à la même chose hier soir. Je m'attendais à la même chose. Ils vont le gaver de ballons et on va prendre une saignée à l'intérieur. Et finalement, c'est pas vraiment arrivé. Oui, et puis même, on Ouais, a réussi à Anthony. lui faire prendre des tirs compliqués. Enfin, les tirs qu'on a envie que l'adversaire prenne aussi avec d'une distance peu rémunérateur. Et du coup, ça fait que on a un Davis à moins de 50%, même moins de 40% au tir. Face à nos Mavs, c'est pas des choses qui sont arrivées souvent, vu que ça fait 10 ans maintenant qu'ils se la régalent contre nous, sachant que l'intérieur est pas notre force. Donc on l'a bien joué, hein, on l'a bien joué de ce côté-là. Avoir un Davis à seulement 21 points, c'est vraiment bien. Je pense qu'il savait que c'était là-dessus qu'il devait jouer, mais honnêtement, j'y croyais pas. Avec seulement Lively de disponible, enfin avec Kleber aussi, mais bon, on sait que c'est limité par rapport à Davis. Je m'attendais, comme beaucoup de gens, à un vrai carnage à la Jaren Jackson Jr. Et c'était un soir sans pour Davis, donc Du coup, tant mieux. Après, ils ont c'était un une prise à deux hein, sur Davis quand Mhm. même. Et Ouais. c'est même pas Lively, il a même pas été fou, hein. Franchement, c'est pas terrible, j'ai trouvé. Mais les belles prises à deux, et en fait, à part Davis, les Lakers, c'est quand même inquiétant, non? Après, je trouve que c'est pour ça que je disais que c'est une équipe qui le correspond bien. C'est que sur ces prises à deux, plein d'équipes, ça va ressortir à l'extérieur et t'as des mecs qui vont filocher. Et concrètement, les Lakers, ça manque grave de gros shooters extérieurs. Enfin, le vrai shooter extérieur hier soir, c'était Reeves. Et honnêtement, il y avait quasiment pas d'alternative. Donc, Mhm. je trouve qu'ils étaient assez faibles. À la limite, le mec le plus adroit à 3 points, je crois que c'était Finney Smith, sinon. Bah oui, c'est ça. C'est le J'adore seul qui Dodo, hein, mais a plus de 50% chez eux, hein. Il est à 3 ouais. sur 4. Sinon, effectivement, ils auraient du mal. Et nous, on en a profité aussi du fait que c'est une équipe qui, je pense, manque de mobilité avec pas mal enfin, certains joueurs. On voit que c'est un match où Kleber, il joue bien plus que Lively. Et ça, c'est Grave. pas une première. Il y a certaines équipes face auxquelles ça correspond très bien d'avoir un five out. Et donc, du coup, on peut pas avoir Lively si on veut jouer en five out, c'est-à-dire tout le monde en dehors de la raquette pour espacer le terrain. Et au final, c'est pour ça que Kleber il finit avec 30 minutes, là où Lively n'en a que 19. Hein. On est tombé face à une équipe qu'on arrive plutôt bien à contrecarrer, et ça fait plaisir quand tu sais que, encore une fois, on joue sans nos deux meilleurs joueurs. Est-ce qu'il y a des joueurs que vous voulez annoncer, enfin, vous voulez parler de certains joueurs chez les Mavs qui vous ont plu? Il y a peut-être Dinwiddie, moi, c'est lui qui m'a plu. 35 minutes, 19 points, 8 passes, il était créateur, il était scoreur parfois. Il a été bon hier. C'est Qui du c'est qui veut Dinwiddie. répondre à cette C'est vraiment les matchs, enfin, ce dont on parle souvent avec Dinwiddie depuis le début de la saison. C'est pour ce genre de match-là que je pensais que c'était effectivement une bonne idée d'avoir ce mec en 15e homme. Il aura des matchs sans, il aura des matchs avec. Hier, c'était un match avec, et ça fait du bien. Euh, Moi, je voulais parler de PJ Washington. J'étais assez déçu de son match face aux Grizzlies. On sait que quand on a Kyrie et Luka qui sont absents, c'est un peu lui qui devient, comment dire, un peu le go-to guy, je trouve. Et je préfère que ce soit lui d'ailleurs que Dinwiddie.
Et hier, il a été bon. Il a été bon sur ses interventions. J'ai vu des 1v1 que j'ai plutôt bien apprécié, notamment face à LeBron, où il arrive à pénétrer, à avoir un flotteur, etc. En bonus, on a le 3 sur 3 à 3 points, c'est excellent. Un total de 8 rebonds. Donc ça, c'est du PJ Washington comme j'aime. Il s'est fini meilleur marqueur ou deuxième meilleur marqueur de l'équipe. Donc c'était bien. C'est le genre d'upgrade qu'on a besoin pour gagner des matchs sans Kyrie Lucas, d'avoir un PJ Washington qui est impactant, qui assume quoi, ses fonctions. Et pour le coup, bah, voilà, il a joué quasiment 40 minutes. Il a été efficace. Donc ça m'a plu. Ça m'a vraiment plu. Avec, au contraire, un Marshall qui a un peu plus du mal ces derniers matchs au pourcentage. Et ben, on a un PJ qui, lui, redevient efficient. Après, ça ne reste qu'un match. On verra bien ce qu'il en sera des prochains. Et toi, Nico, est-ce qu'il y a un joueur que tu voudrais highlighter? Je ne sais pas comment dire en français. Je voulais parler de deux mêmes joueurs en fait. Dinwiddie, je rajouterais juste un truc. C'est un très bon, c'est les bons soirs après les très mauvais soirs. Je pensais qu'il était vraiment reculé dans la hiérarchie, ce qui justement a donné beaucoup de minutes à Hardy et à Brandon Williams sur quelques matchs précédents, ce qui m'a beaucoup surpris. Mais je trouvais que vraiment Dinwiddie est au fond du gouffre et qu'il a un peu laissé au frigo les matchs précédents pour le reposer parce qu'il était vraiment pas dedans. Ça lui a fait du bien. Effectivement, c'était les grands soirs. Sur PJ Washington, je partage l'analyse constamment de Quentin là-dessus. Et je dirais que le talisman PJ Washington, c'est un peu plus vérifié là. Son match raté contre Portland, évidemment, bah, c'est le match qu'on perd. Et que son retour à chaque fois dans des rotations plus courtes et sans nos leaders, bah, tu vois vraiment la différence. Donc il a été très bon. Et contre Memphis, moi, ma petite analyse perso, je pense qu'il y avait une forme de rivalité individuelle avec Jaren Jackson Jr. Je pense qu'il voulait montrer qu'il était au moins aussi fort que lui. Et il a forcé, en fait. Il a un peu trop forcé le trait, forcé les tirs, et ça s'est vu. Et ça n'a pas joué, en sa faveur. Je pense qu'il doit juste faire du PJ Washington. C'est très bien. Il n'a pas besoin de marquer 35 points par match. Parce qu'il y a un mec en face de lui qui est un monstre. Parce que Jaren Jackson Jr. cette année, c'est vraiment un monstre. Et encore plus quand Luka et Kyrie sont pas là. Donc, je rajouterais juste un dernier truc, ouais, qui est une analyse en fait, ou un truc une remarque que je me suis pu me faire sur les 6 derniers matchs, c'est à propos de Klay Thompson, où je me disais que Klay Thompson, en fait, il a été très régulier, quasiment à l'échelle des 6 matchs, il a globalement été très régulier à mettre ses 15 points par match à peu près. Plus ou moins en fonction des matchs, mais globalement, c'était ça. La réflexion que j'ai pu me faire, c'est que peut-être un match où ça sort du lot, mais bon, ouais, sur la big picture, en fait, je me disais, c'est dommage que on aurait adoré, moi le premier, que Klay Thompson, dans ces moments où tes deux leaders et tes deux leaders offensifs ne sont pas là, qu'il nous fasse des pointes. Tu vois qu'il ait des pointes où je vais prendre plus de tirs et je vais marquer 30 points ou 35 points. Et je me suis vraiment dit que là, Klay, en fait, il va être régulier dans ses 15 points, c'est super, mais qu'il est plus en mesure d'avoir des coups d'éclat comme il le faisait par le passé, quoi. C'est vraiment c'est le lieutenant et ça restera le lieutenant. Il n'y a pas un soir où il devient vraiment le go-to guy. Ça arrive pas en fait. Pour le coup, moi, ça me surprend moins. Alors, bon, il faudrait l'avis des fans de Warriors, peut-être qui l'ont suivi dans son prime, mais que, entre guillemets, Thompson soit moins fiable en l'absence de Kyrie Luka, parce que du coup, si l'attention est tournée vers lui, ça me semble un peu logique qu'il ait du mal à step up, parce que notamment, il a besoin qu'il y ait des ouvertures qui soient créées et qui sont données par Kyrie et Luka. Donc, on va dire que moi, ces derniers matchs m'ont frustré, hein, clairement, parce que les pourcentages sont pas bons et il y a beaucoup de tirs faciles qu'il aurait dû mettre, mais il y a une augmentation des tirs difficiles qui est en fait, je trouve assez logique par rapport au fait qu'il nous manque nos deux meilleurs joueurs. Moi, il m'a quand même vraiment frustré face à Memphis, hein. Il y avait pas mal de tirs faciles qu'il a Bah, loupés. ce que tu décris, Quentin, c'est exactement ce que je lui reproche en fait. C'est pas les tirs difficiles sont plus difficiles. C'est comme Dinwiddie en fait, à super forcer, à se sentir en chef de la création et de tout Ouais. forcer. T'es du déchet, ça me choque pas en fait. Ce qui me frustrait un peu, c'est que putain, mais mec, là, on est encore plus que jamais, on a besoin de toi en fait. Donc tes shoots faciles, c'est plus que jamais le moment de les mettre. Ouais. Donc c'est ça qui me frustrait. Qu'il y ait un manque de création, que c'est l'impact, je suis archi d'accord avec toi. Ce qui me frustre, c'est que dans des contextes difficiles, on a encore plus besoin de toi offensivement. Mais rate pas des shoots faciles comme contre Memphis. Là c'est frustrant, quoi. Tu peux pas te permettre ça. Donc, bon, voilà, sur Clay. Moi, je voulais aussi un petit mot sur
sur Jaden Hardy, parce que mine de rien, ces deux derniers matchs sont bons, sont vraiment bons. Donc je me dis que ça fait une petite pub sympa avec la trade deadline qui va arriver. Si on veut faire un gros coup, je pense que c'est assez sûr qu'il fera partie du package avec des picks de draft. Et c'est cool, même si au final il reste avec nous, qu'il puisse aussi prendre confiance comme ça. Face à Memphis, il a failli faire la même, avec des tirs à 3 points qui en remettent dans le match. Malheureusement, bon, les Grizzlies ont été solides et ils ont résisté, mais il avait réussi à en remettre dans le match. Donc ça, c'est la petite satisfaction de ces deux derniers matchs. Hardy, c'est cool. Voilà. Et sinon, mais c'est plutôt un point négatif qui ressort de ces 6 derniers matchs. Pour moi, je commence vraiment à me faire une raison sur le niveau de notre francophone de l'équipe qui, je pense, n'est pas assez bon pour la NBA. Aïe, ça fait mal. Ça fait Euh, mal, mais ouais. Je suis Bon. malheureusement assez d'accord avec ça. Et surtout dans des contextes de rotation courte, franchement, il y Mm. avait plus que moyen de s'imposer, gagner des minutes. Et match après match, on fait le même constat en fait. C'est ça, on a des two-way players qui sont plus intéressants, qui apportent plus à l'équipe. Là, on déborde, on parle plus que LA, je pense qu'on a un peu fait le tour, mais sur les matchs qu'on a vus, ouais, c'est criant, malheureusement, je trouve. Moi, dernier truc quand même, désolé, c'est la première fois que je dis le dernier truc, mais vraiment le dernier. Je voudrais mettre un peu le petit cœur avec les doigts là sur Brandon Williams, que j'ai trouvé super intéressant contre Cleveland. Alors, qui est effectivement relativement petit à l'échelle de l'NBA. Il fait 6'1 en fait, donc c'est petit. Mais que j'ai trouvé super intéressant la création, à la finition aussi. Il finit par mettre 13 points contre Cleveland, il aurait pu en mettre plus. Et je le trouve vraiment intéressant ce joueur. J'étais très surpris que Kidd, tu vois, dans ses rotations, lui donne 20 minutes ce match-là. Et en fait, il a coupé le robinet dans la foulée et on l'a quasiment pas revu en fait. Alors que je l'ai trouvé beaucoup plus intéressant que Dinwiddie qui était mais catastrophique contre Cleveland. Et je me dis, mais pourquoi tu lui donnes pas, pourquoi tu n'ouvres pas un peu plus le banc, tu lui donnes pas plus de possibilités? Il a montré vraiment plein de choses intéressantes. Les gars, je sais on va clore là cette section sur les Lakers, mais j'aimerais qu'on parle juste quelques mots sur notre Dorian Finney-Smith favori. Quentin, il a été tradé à LA. On espérait qu'il vienne à Dallas. Finalement, bon bah, ça sera pour la prochaine fois. Comment tu vois ce Bah, trade? la prochaine fois, je sais pas, parce que bon, aussi, hein, le temps passe et Dorian, je crois, il doit avoir 30 ans ou plus. Donc bon, après, il va vieillir. En tout cas, ce qui est cool, c'est que on a vu qu'il était vraiment content d'aller dans une équipe compétitive. On sait que c'est pas des prétendants au titre, les Lakers, mais c'est quand même une équipe qui va avoir les projecteurs sur eux, qui devrait au moins jouer le play-in, si ce n'est plus. Aujourd'hui, ils sont 6e, je crois, donc ils sont en play-off sans play-in, donc ça c'est cool. Lui, dès qu'il est arrivé, il a dit no disrespect pour Brooklyn, mais c'est cool d'être dans une ville et d'être le grand frère. Il faisait écho à d'un côté New York et Lakers et de l'autre côté les Clippers et les Nets. Donc il a dit c'est cool cette fois d'être du côté du grand frère. On a vu qu'il était content d'être là. Et puis j'ai un peu fait le tour là des avis des fans des Lakers, des médias des Lakers, etc. Et quelque chose qui me fait plaisir, c'est que je vois que ça réclame déjà, mais de manière quasiment, je sais même pas si ça se dit ça, de manière équivoque, non. Bref, sans aucun débat, qu'ils soient intégrés dans le 5 de départ. Ils demandent la sortie notamment de Hachimura et ils veulent vite que Dorian soit dans le 5 de départ parce que voilà, ce qu'il apporte est quand même plutôt apprécié. Donc, pas étonné, enfin je pense qu'aucun fan des Mavs ne sera étonné que Dorian soit un point positif à une équipe qui joue quelque chose. Donc, bon, ça donnera une raison de suivre un peu plus LA. Et puis, bon, on verra si on doit les affronter en playoff ou pas. Mais c'est cool, en tout cas, qu'ils puissent aller dans une équipe qui va jouer quelque chose, je l'espère. Puis il a vraiment une belle carte à jouer là-bas, hein. Il n'arrive pas dans une équipe Ah qui est, oui, surblindée de postes similaires aux siens, hein. Ils répondent vraiment à un vrai besoin et à un vrai manque dans cette équipe. Donc, il va pouvoir évoluer dans un contexte qui est, en plus des palmiers de Los Angeles, il va arriver dans un contexte d'équipe où son talent et ses qualités sont plus que requises. Donc, c'est super positif pour lui, hein. ouais, ouais, ouais. Bon, les gars, j'aimerais qu'on revienne encore un peu plus sur ces 5 défaites de suite, ou plutôt sur la vie sans Luka et sans Kyrie. Vous n'avez pas beaucoup parlé du jeu intérieur des Mavericks. J'ai trouvé, moi, sur ces défaites, et même hier contre Los Angeles,
que nos intérieurs, notamment Lively et Gafford, ont eu du mal hein, contre les différents adversaires. Jaren Jackson, Şengün, Sabonis, même DeAndre Ayton ont posé des problèmes aux Mavs. Est-ce que les intérieurs des Mavs sont dans un coup de mou là en ce moment, Nico? Ouais, je sais pas si c'est un coup de mou. Déjà, les joueurs que tu décris, c'est pas que des manchots, hein. T'as au moins 3 joueurs qui sont quasiment All-Star, pour pas dire All-Star, ou très très proches. Je pense qu'il y en a sur les 4 que tu as cités, les 2 premiers, à mon avis, vont être All-Star, ou pas très loin d'être All-Star. Jaren Jackson Jr. est probablement Sengun, ou s'il l'est pas, il sera repêché s'il y a des blessures. Sabonis et les Kings, on les a chopés au pire des moments, hein. On les a chopés au moment où ils venaient de virer Back Brown, forcément un peu nouveau coach, enfin c'est Doc Christie, mais prise de conscience collective. Donc on n'a pas chopé ces équipes au meilleur des moments. Et je dirais après que la difficulté, enfin pour lire le truc correctement, une nouvelle fois, c'était pas que Luka et Doncic. On a eu beaucoup de joueurs qui étaient manquants. Les 4 matchs pour moi de Najee Marshall, ils ont fait très mal. Contre Portland, on l'avait écrit, on l'avait évoqué dans notre podcast. Pourquoi ça a été aussi difficile? C'est qu'en fait, il nous manquait beaucoup de joueurs. Il nous a manqué PJ Washington. En plus, donc rotation encore plus courte. Donc, c'est pas que Luka et Kyrie, moi, c'est une rotation très courte et des joueurs importants de la rotation qui sont pas absents et du coup, qui sont absents, pardon. Et du coup, bah, on le sent passer en fait. Et on peut pas tout Donc, attendre de Lively et de Gafford, hein. donc toi, tu es plutôt, j'allais pas dire optimiste, mais tu penses qu'ils vont limiter la casse dans les prochains matchs là, vu que Nagy est de retour, vu euh, que finalement, à part Luka et Kyrie, à peu près tout le monde est Moi, là. j'aime pas dire, en fait, c'est un peu comme dire que c'est que les pivots qui doivent prendre des rebonds, ou c'est que les meneurs qui doivent faire des passes, ou c'est que la star qui doit marquer. Moi, j'aime pas dire que c'est que le pivot, en fait, qui est en difficulté. Je pense que les joueurs autour ne les ont pas aidés. C'est ça mon analyse, en fait. Et le fait que Marshall soit pas là, que PJ Washington soit pas là contre Portland, je pense que ça a impacté, en plus de tous les autres blessés, je pense que ça a impacté l'ensemble de l'équipe. C'est ce que je veux dire, en fait. Ok. Et toi, Quentin, là, sur les prochains matchs, tu penses que les Mavs vont pouvoir limiter la casse? Alors déjà juste par rapport à Lively Gafford, c'est normal du coup déjà qu'il y a un coup de mou offensif, ça c'est totalement logique. On n'est pas sur des pivots qui vont créer pour eux-mêmes, et c'est des pivots qui dépendent énormément des passes qu'on leur fait. Et donc quand tu enlèves un génie comme Luka et aussi Kyrie, c'est normal qu'ils scorent beaucoup moins ces derniers matchs. Gafford, je pense qu'on voit quand même vraiment qu'on est en fait, il est à son niveau maximal qu'il peut avoir. Donc faut en être conscient. Lively, on a peut-être un petit coup de mou parce que voilà, ça reste quand même, je crois, toujours à fond en lui. Après, globalement, voilà, Nico a tout dit sur le reste. Pour les matchs à venir, je reviens un peu sur ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que limiter la casse, ça aurait été bien si on affrontait que des petites équipes, parce que là, le programme, comme j'ai dit, donc il y a Portland le prochain match, il faut gagner, c'est chez nous en plus. Euh, et bon, voilà, c'est un adversaire largement à notre portée. Après, il y a deux matchs face aux Nuggets, donc les deux sont chez nous en back-to-back, dont un qui sera à 21h ce dimanche, donc ça, il faut pas louper. Mais ça va être dur, hein. Ça va être dur d'aller en choper un face aux Nuggets avec un Jokic qui devrait revenir de sa maladie. Derrière, il y a les Pelicans, et les Pelicans, ils ont Zion qui vient de revenir, donc bon, ils ont toujours un bilan affreux, mais bon, ça va pas être facile. Ensuite, OKC, voilà, j'en parle même pas. Et après, Charlotte. Euh, donc en fait, pour moi, limiter la casse, bon, tu vois, si on est à 50%, c'est déjà très très bien, je pense. Euh, donc on verra. On a un collectif qui peut nous sortir des belles performances. Je pense qu'il faut qu'on vise le 50% avec une victoire face un des deux matchs face à Denver, si possible, mais encore une fois, ça va pas être fait. Une victoire face à Portland et peut-être une face à Nola ou face aux Hornets. Et puis Je on espère signe, avoir un Kyrie qui revient. je signe 50% tout de suite, là, hein, si tu me le Ah bah proposes, oui, alors là, je signe immédiatement, hein. ouais, totalement, 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 sachant que après Charlotte, il y a Boston qui arrive. Enfin voilà, le mois de janvier,
il est complicado. Après, voilà, il faut juste prendre un peu de recul. Notre équipe, je pense que tous les fans des Mavs, on est bien conscient de son vrai niveau, de ce qu'elle vaut vraiment. Je vois des gens qui commencent à dire les Mavs ne nous font plus peur, etc. Parce qu'ils ne regardent pas l'équipe, ils voient juste qu'on a une série de défaites, etc. Mais on sait ce qu'elle vaut, cette équipe. On sait très bien que personne ne voudra nous choper en playoff. Et l'objectif, voilà, sur le long terme, ça reste, une fois que nos gars ils vont revenir, de revenir tranquillement dans nos rangs, être dans le top 6 absolument. Comme tu dis, Nico, il y a déjà des équipes qui s'envolent là. Donc ça va être compliqué d'aller chercher, je pense, un top 3. Je pense que les Rockets, les Grizzlies, hein, ça peut-être bien, c'est bien des équipes de saison régulière, ça, qui vont avoir des très bons niveaux, très bons bilans. Mais voilà, nous, on va chercher le top 6. Et puis après, en playoff, voilà, si l'équipe, faut qu'elle soit en bonne santé. Et j'allais dire, il n'y a personne qui nous fait peur. C'est faux, hein. Il y a quand même OKC qui fait peur, mais sinon, tout le reste, on les regarde droit dans les yeux avec quelques centimètres de supérieur face à eux, quoi. Donc voilà, il faut prendre un peu de recul. Ouais, le point positif, c'est d'être dans la conférence Ouest, hein, qui est vraiment une jungle. Et donc, Mhm. les équipes là, qui sont au milieu, c'est-à-dire entre Denver, bon, Dallas, Los Angeles, les Clippers, Minnesota, même les Spurs, enfin, toutes ces équipes, elles se valent. Et donc, il va y avoir des défaites, des victoires entre toutes ces équipes. Finalement, même avec un 2 victoires, 4 défaites, les Mavs peuvent peut-être rester dans le top 6. Enfin, je sais pas, on va voir, mais c'est vrai qu'il y a des équipes qui perdent un petit peu Ouais. des matchs, qui laissent des Et, matchs passer, et quoi. Il y top a 6, des ça me paraît élans, hein. compliqué, hein. Ouais, et Ça me puis, paraît compliqué, top 6, hein. ouais, après, il y a À des. la fin du mois de janvier, je parle, hein. Pour moi, c'est, pour reprendre le terme foot américain, c'est vraiment le momentum, quoi. Il y a des Mm. momentum positifs, des momentum plus négatifs. C'est ce qu'on voit depuis le début de la saison. On est sur un moment qui est difficile. Des équipes, on a parlé des Warriors en disant que font les Warriors au début de saison, c'est incroyable, et ils ont bien Mhm. chuté. Mhm. Et là, la Nouvelle-Orléans, c'est pas trop le moment de les jouer. Bah, ça tombe mal, on va les jouer. Mais la saison est faite de moments positifs et négatifs en fonction de l'alchimie d'équipe, en fonction des blessures et des suspensions. Là, on est bien dans le dur sur les blessures. On a goûté aussi à nos suspensions. Ça va se normaliser, on va remonter. C'est pour ça que frustration, oui, inquiétude, non. C'est la grosse différence. Donc, faut pas tout jeter, faut pas se dire, ça y est, les Mavs sont finis. Non, les Mavs sont loin d'être finis. On est juste que c'est le basket. Hein. Tu as 3, 4, 5 joueurs majeurs qui sont blessés. Bah, forcément, tu n'es pas la même équipe. Mhm. Donc, on Bien sûr. respire, tout va bien. On n'est pas en playoff là. Effectivement, si on se présentait comme ça juste avant les playoffs, là, je serais un peu plus inquiet. Mais là, il n'y a pas lieu d'être inquiet. Voilà, c'est juste à court terme, faut, sur les prochains matchs, là, comme on disait, il faudrait au moins en choper 2 sur les 6 prochains, parce que on n'est que à 3 matchs de la 11e place, hein, donc hors du play-in. Donc évidemment, on sait tous qu'on finira dans les 10 premiers, sauf cataclysme en avril, hein. Mais ça serait juste bien de ne pas avoir trop de retard à remonter quand l'équipe sera à nouveau à 100%, enfin, quand Luka et Caris seront de retour. Donc si à la fin du mois de janvier, on pouvait rester dans le top 8, ça serait cool, je pense, pour après entamer plus sereinement une petite remontada pour aller essayer, pourquoi pas, d'aller chercher l'avantage du terrain d'ici la fin de saison. Ok, les gars, merci pour tout ça. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Sinon, on va clore ce Ouais, moi j'ai un podcast. truc à rajouter. Vas-y. Je trouve ça intéressant du coup, là on navigue un peu en eau trouble là en ce moment, hein, avec tous ces Mhm. absences et défaites. Je trouve ça très intéressant du coup de se mettre dans la tête de Nico Harrison, comment il va naviguer en fait. Il y a beaucoup de bruit en ce moment sur les ajustements de l'équipe, quel type de profil ils ont besoin. Les joueurs un peu commencent à sortir un peu comme des cibles intéressantes. Il y a pas mal d'articles qui disent que les Mavs vont vraiment être actifs à la trade deadline. C'est intéressant de voir le calme, et j'ai 100% confiance en lui, mais le calme qu'il va falloir avoir pour ne pas surréagir dans des périodes un peu difficiles de défaite là, et rester, avoir confiance dans le groupe et se dire c'est quoi le bon move à faire là. C'est intéressant de voir comment ils vont approcher ça, les Mavs. Moi, deux petites choses. Première, pas vraiment liée enfin si, un peu liée au Mavs quand même. Je rajoute quand même, je les ai toujours pas vraiment vus, hein. Je rajoute définitivement Cleveland à la liste des équipes qui, sur une série de 7, peut nous inquiéter. Donc c'est cool qu'ils soient à l'Est. Donc je garde à 100%
OKC, Boston, Cleveland et Denver sur un malentendu. Et la deuxième chose, à l'instant même, là, il y a vraiment une minute, l'injury report vient de sortir pour demain. Et donc la bonne nouvelle, c'est que Gafford n'est pas out, il est questionable. Donc ça veut vraiment dire que ce souci-là qu'il a eu n'était donc pas très grave. Et que s'il revient pas demain face à Portland, on devrait sûrement pouvoir compter sur lui dimanche face aux Nuggets. Moi, j'ai juste un petit point. Là, ce soir, il y a un petit match plutôt sympathique. Là, 6 heures, 6 heures heure de Dallas. C'est quoi ça? C'est 1 heure du matin. Ouais. On a un petit OKC contre Cleveland. Donc, si vous voulez vous faire un petit plaisir, je pense que ce match vaut le coup. Bah, l'épisode va sortir après le match, mais oui, ça va être assez fou. Et je crois que j'ai vu, c'est la première fois de l'histoire qu'il y a une équipe qui a une série de au moins 15 qui affronte une série qui a de au moins 10. C'est quand même vraiment un très très bel affrontement. Il n'y a pas vraiment de giga superstar comme à l'époque du LeBron ou du Curry. Ça fait un peu moins vendre des Cleveland, quoi. Mais l'affrontement est incroyable. Franchement, c'est super. Ça va être super à voir. Et si vous avez, je prends un dernier truc sur ce que vous évoquez là, sur ce match. Si vous avez vous n'avez pas vu, pardon, le match contre Cleveland, vous ratez beaucoup de choses et je vous invite à le revoir rien que pour regarder Evan Mobley. Parce que ce mec est juste monstrueux cette année. La progression supplémentaire qu'il apporte cette année, il atteint un niveau là de basket des deux côtés du terrain, c'est vraiment, vraiment, vraiment impressionnant. Je ne sais pas où est son plafond, mais il est haut. Il est très, très haut. Ouais. Il est déjà très haut et le plafond, je pense qu'il est encore plus haut. Quel joueur impressionnant. Le 31-4, il est vraiment. C'est pas de. Enfin, il est mérité, quoi. Le bilan de Cleveland, c'est très, très solide. Je suis content qu'il soit à l'Est. Comme ça, si on doit aller effectivement en finale, eh ben, il y aura au moins un des deux qui sortira avant et qu'on n'aura pas affronté entre Celtics et Cavaliers. Ouais, la Ligue 2 que adore Quentin, il y a quand même 3 équipes dans le sommet de la Ligue 2 qui poussent très fort. Hein. Ouais, j'en mets 2, moi, mais bon. Ah ouais, parce que t'aimes pas les Knicks, c'est pour ça. Mais... Quoi, là, j'adore les Knicks, mais bref, là on part sur d'autres débats. Mais Ouais, pour moi, tout à fait. ils sont au-dessus de. D'ailleurs, les Knicks, ils viennent de dire que, enfin, Paulson a dit qu'il était un peu fatigué. Je comprends quand ils continuent leur rotation à 6 là. Mais bref, on s'écarte. L'effet Tom Thibodeau. Exactement. Mais ça marche quand même globalement bien, même si je suis toujours pareil. Le même bilan tous les ans. On dit non, mais c'est trop, il pousse, mais franchement, il s'en sort très bien. Ok, merci les gars pour l'épisode. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, auditeurs, échangez avec nous sur Twitter. Dites-nous d'ailleurs quels moves vous voulez voir à la trade deadline. Essayez de conseiller Nico Harrison. Dites-nous ce que vous en pensez. On va essayer de faire un épisode assez vite sur cette trade deadline. Je vais essayer de préparer ça pour la prochaine fois. Les gars, je vous souhaite une bonne semaine et à la prochaine. Salut tout le monde, à la prochaine. Salut.